Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver une fois de plus dans votre émission. Nous poursuivons notre échange avec Monsieur le Président et il s'agit de Monsieur Mélégué Traoré. Bonjour Monsieur Traoré. Bonjour Madame. Une fois de plus, merci. Monsieur le Président, la semaine dernière, nous avons parlé de vous et abordé quelques aspects de votre parcours professionnel. Aujourd'hui, nous poursuivons notre échange et nous allons évoquer du moins la Russie et l'Ukraine. Mais avant, vous avez représenté votre pays à Moscou en qualité d'ambassadeur. C'est ça. Et quelles leçons tirez-vous de cette partie de votre carrière? Ça a été très riche pour moi, d'autant plus que je venais de quitter l'autre superpuissance, c'est les États-Unis. Donc c'était les deux superpuissances à l'époque, les États-Unis d'Amérique et la Russie. Et ça fait que j'ai une expérience unique dans ce domaine. D'avoir fait les deux gouvernements, c'est extrêmement. Les Russes, alors les Soviétiques à l'époque, c'est des gens très particuliers. D'abord, c'est un très grand pays, le pays le plus vaste au monde. Ce n'est pas le plus peuplé, mais c'est le plus vaste. C'est vraiment une grande puissance. Mais ils sont très très durs en négociation. Très durs en négociation. Ils ne concèdent rien du tout. Ils ne concèdent rien à personne. Et puis vous ne pouvez surtout pas les intimider, ça ne marche pas. ça ne marche pas. Et à l'époque, c'était quand même plus facile pour nous autres, parce qu'il y avait la révolution ici. Or, les soviétiques nous avaient beaucoup aidés ici pour la révolution. Donc, un ambassadeur de Burkina Faso à Moscou, c'était quand même relativement facile. J'étais reçu par tout le monde. Et j'ai visité des endroits que je n'aurais pas pu visiter autrement. L'Ukraine actuelle, je la visitais à l'époque, mais l'Ukraine était dans la Russie, c'était dans l'Union soviétique. C'était pas un pays indépendant. J'ai été présenter mes lettres de créance également en Mongolie. Et quand j'ai été présenter mes lettres de créance, pour la petite histoire, l'hôtel où j'étais logé, j'ai découvert que l'ambassadeur de France avait ses bureaux là-bas dans un... Ces bureaux, c'était les chambres d'hôtel. Et surtout, quand le matin je me suis levé, le lendemain, la première nuit, le matin, je suis sorti dans la rue comme ça. Les enfants pourraient venir me frotter. Me frotter comme ça pour voir si ça ne va pas noircir. Mais c'est des enfants, ce n'était pas du racisme. C'est des enfants. Parce qu'ils n'avaient jamais vu un noir. Ils n'avaient jamais vu de noir. Et dans tout le pays, toute la Mongolie est très grande, en superficie. Toute la Mongolie, il y avait deux noirs. C'était deux étudiants angolais qui avaient eu des bourses mongoles. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus étant en Russie? Ce qui m'a marqué le plus, c'est vraiment leur système d'organisation. Ils sont très très organisés. Et quand ils veulent vous aider, vraiment, ils vous aident. Mais c'est pas cadeau, hein. C'est toujours donnant-donnant. Et ils nous aidaient beaucoup, surtout pour les étudiants. C'est la Russie qui donnait le plus grand nombre de bourses pour les étudiants à l'étranger, au Voltaire de l'époque. C'était la Russie. Et cela dit, hein, je répète, vous savez, une grande puissance, elle a des modes de fonctionnement, c'est très particulier. Et aujourd'hui, quel commentaire faites-vous du conflit qui s'oppose et qui oppose l'Ukraine à la Russie? Alors, il faut d'abord dire que l'Ukraine faisait partie de la Russie, de l'URSS avant. C'est à partir de 1991, avec la chute du mur de Berlin, que un certain nombre de satellites comme ça, autour de la Russie, qui étaient dans l'URSS, ont acquis leur indépendance et sont devenus indépendants.
Sinon, je partais beaucoup à Kiev. Généralement, ils apprécient beaucoup les pays africains. Et ça, c'était l'avantage que nous avions. Évidemment, entre diplomates africains, comme on était loin de chez nous, parce qu'il faut savoir que c'est ouvert, c'est le pôle Nord pratiquement, hein, on se fréquentait beaucoup à cause de ça. Donc, on était unis, on était très solidaires les uns les autres. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui du moins, est-ce que vous pensez que Poutine peut reconstituer l'ex-URSS? Non, je ne crois pas. Les conditions ne sont plus réunies pour ça. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas. D'abord parce que les pays, les démembrements de l'URSS qui sont devenus des pays indépendants, il y en a plusieurs, hein, ce n'est pas l'Ukraine seulement. Non, je ne crois pas qu'il puisse reconstituer l'URSS parce qu'elle l'était. Je ne suis même pas sûr que ce soit à son avantage. En fait, les zones qu'il veut conquérir là, c'est les zones qui sont habitées vraiment par les Russes. Les Russes. Et qui traditionnellement avaient des rapports avec Moscou. Voilà. Non, il n'y a pas de possibilité de reconstituer l'URSS. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et je ne vois pas comment il peut le faire. Sauf à vraiment vouloir déclencher une guerre qu'il n'est pas sûr de gagner. Vous savez, il y a l'Europe à côté. Hein. L'Europe, c'est des petits pays, mais comme ils sont très unis, mais les Russes le savent très bien, vous n'en faites pas. C'est en contact avec eux, ils le savent. mais ce n'est même pas ça son but. De toute façon, son but, c'est de ramener vers la Russie toutes les zones russophones qui sont autour. Pourtant, ça ne sera pas une chose facile. Ah, ce ne sera pas facile. Mais au moins, enfin, lui, il s'est dit que c'est déjà dans les zones comme l'Ukraine, des sites stratégiques comme la Crimée. Il compte beaucoup dans l'histoire de la Russie. Il peut être satisfait, mais même ça va être difficile à garder. Mais qu'est-ce qu'il gagnerait en reconstituant toutes ces zones-là? Pourquoi ne pas laisser la stabilité du pays? Ah oui, mais tu sais, quand les gens raisonnent en termes d'intérêt national, c'est pas rationnel. Hein. Ce n'est pas rationnel du tout. C'est subjectif. Le sentiment que la Russie est en train de se reconstituer, le sentiment que la Russie est redevenue puissante, ça suffit pour qu'ils cherchent à conquérir. Et c'est comme ça pour tous les grands pays. Aucun pays qui a atteint une certaine taille, une certaine influence dans le monde, n'aime que sa puissance diminue. Aucun. Nous sommes dans notre droit et puis c'est la logique. Hein. Un pays qui se constitue tôt ou tard va vouloir être complètement souverain. Et c'est ce que le gouvernement fait actuellement. Et c'est pour cette raison probablement que tout le monde les soutient. Enfin pas tout le monde, mais en tout cas la plus grande partie de la population soutient le régime de Traoré. C'est le fait qu'il insiste sur la souveraineté. Or, la souveraineté, c'est l'une des branches les plus significatives de l'indépendance. Et à votre avis, est-ce qu'au fil du temps, l'Afrique pourra vraiment s'unir? Est-ce qu'ils pourront reconstituer? Alors, c'est Kwame Nkrumah. Kwame Nkrumah, quand on constituait l'OIA en 1963, qui insistait pour dire l'Afrique doit s'unir. Africa must unite. L'Afrique doit s'unir. Mais, à mon avis, c'est un rêve. Il y a trop de différences entre nous. C'est pas parce qu'on est sur la même portion de terre qu'on s'entend. Hein. Mais déjà... Mais actuellement, si au moins au niveau des sous-régions, il y a 5 sous-régions. Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, Afrique australe, Afrique de l'Est et Afrique du Nord. Si au moins au niveau des sous-régions, on arrivait à s'unir, ce serait bien. Et avec ce qui est déjà mis en place, avec la reconstitution du Burkina, du Mali et du Niger, je pense qu'avec le temps, ça pourra... Ah oui, mais... ça pourra non, ça c'est plus compliqué parce que le fait que on crée l'AES,
c'est pas mauvais. On va être très unis. Mais ça se fait au détriment de la CEDEAO. Si on dit on va vers l'unité en même temps, on crée des petits groupes comme ça ne marche pas. Et c'est pour cette raison que moi j'apprécie le fait que l'AES se rapproche actuellement de la CEDEAO pour qu'ils négocient régulièrement, pour marcher la main dans la main. Moi je me rappelle que quand nos 3 pays ont quitté la CEDEAO, peut-être que vous ne vous souvenez pas, mais j'avais dit dans les journaux que je pense que tôt ou tard on reviendra à la CEDEAO et on m'a beaucoup critiqué à l'époque dans les réseaux sociaux. Mais mon problème, ce n'est pas de revenir à la CEDEAO. Mon problème, c'est de garder l'unité de l'Afrique de l'Ouest comme grand ensemble. Parce que de toute façon, aujourd'hui, même pour les financements, les gros financements, les gens passent par les circuits de la CEDEAO. Il ne faut pas se faire l'illusion. Et c'est pour cette raison que c'est bien que l'AES discute maintenant calmement, sereinement avec la CEDEAO. Il y a d'autres groupements au sein de l'UEMOA, de la CEDEAO. Le Liptako Gourmand, c'est une organisation, mais qui est à l'intérieur de la CEDEAO. L'UEMOA, c'est un regroupement au sein de la CEDEAO. Le Conseil de l'Entente, au sein de la CEDEAO. Et quelles sont les erreurs que le gouvernement actuel doit éviter pour vraiment rester dans le cap? Je ne sais pas si ça se décline en termes d'erreurs. En tout cas, il ne faut pas se couper de la CEDEAO. Et deuxièmement, il faut... moi j'ai dit, hein, et là aussi dans mon interview, je l'avais dit aussi, il faut que la démarche aille jusqu'au bout. Si elle doit aller jusqu'au bout, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut constituer carrément un État. Et si on veut créer un autre État, ça ne sera pas facile. Vous croyez que les gens vont accepter comme ça? Ça voudrait dire que les 3 États disparaissent au profit d'un seul, enfin d'un nouvel ensemble. Or, ça va être très difficile. Les gens acceptent difficilement ce genre de choses en Afrique. On a été trop habitués à raisonner en burkinabé, en malien, en nigérien. Et en tout cas, ce ne sera pas facile. Ça, je peux vous dire. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait faire. Pourtant, ce projet est vieux, il date de 58-59. L'AES, on ne l'appelait pas comme ça. Ça s'appelait la Fédération du Mali. Et c'est Léopold Sédar Senghor qui avait eu l'idée de ça. Mais le Sénégal était dedans. C'était le Sénégal, le Mali qui s'appelait à l'époque le Soudan français. Le Dahomey, c'est-à-dire le Bénin actuel, était venu s'y ajouter. Le Niger, la Haute-Volta, donc le Burkina. La Côte d'Ivoire n'a jamais été dedans parce que la Côte d'Ivoire n'a jamais été pour. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a cassé la Fédération du Mali le Conseil de l'Entente a été créé en 1958 pour casser la Fédération du Mali. Et il a réussi, malheureusement. Malheureusement. Et sinon, il était prévu que Bamako soit la capitale et que le Parlement soit basé à Bobo-Dioulasso. Donc le gouvernement devait être à Bamako et le siège de l'Assemblée nationale devait être à Bobo-Dioulasso. Alors quand vous faites réussir à arracher la Haute-Volta, c'est par Maurice Yamekou qu'il est passé pour casser la Fédération du Mali et constituer le Conseil de l'Entente. Tout ça c'est parti. Alors sinon l'idée de ce que font les Traoré maintenant était là depuis longtemps. On n'avait pas eu le courage d'aller jusqu'où ils vont maintenant. Là. Oui. Mais est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui au Burkina, l'adoption des langues nationales peuvent contribuer vraiment à aider le Burkina Faso dans... Ah non, en termes de construction, oui, mais c'est logique. Moi, je parle sur le faux, vous parlez quelle langue? Le sang. Le sang?
C'est logique et c'est normal, mais il ne faut pas le faire contre l'État central. On a déjà 3 langues, ça suffit comme ça, 3 langues officielles. On a 3 grandes langues nationales, le moré, le pulaar et le djoula, c'est déjà bon comme ça. On peut promouvoir les langues nationales sans avoir besoin de les opposer les unes aux autres, sans avoir besoin de casser la dynamique nationale. Parce que la dynamique nationale, on ne pourra pas la faire avec 60 langues. Ça serait compliqué, 60 langues. Ça ne va pas marcher. Donc il faut quand même, déjà, le fait qu'on fasse la promotion des 3 grandes langues, là, c'est bon. Pas besoin d'ajouter d'autres langues. Non, les gens peuvent apprendre leur langue maternelle à l'école. On peut les utiliser même en classe, dans les écoles et dans les différentes zones linguistiques. Leur langue maternelle. Oui, mais je crois. De toute façon, même si vous ne voulez pas, c'est ce qu'ils font dans les marchés. Si vous allez chez nous, est-ce que vous parlez une autre langue que le seul vous? Quand on va à Nyankore, c'est vous. Oui. Est-ce qu'on parle autre chose que le savon? Non. Donc ça se fait déjà. Il faut simplement améliorer, quoi. Il ne faut pas opposer ça à la construction centrale. Et Monsieur Traoré, avec du recul, quel moment considérez-vous comme le plus marquant de votre carrière politique? Certainement, c'est quand j'ai été président de l'Assemblée nationale. De loin. De loin, parce que je ne m'identifiais plus à une région, mais à l'ensemble du pays. Et ça m'a permis aussi que les gens m'ont identifié au niveau de l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique. Parce que, vous savez, très souvent quand je sors à Bamako, je sors à Nairobi, dans la rue, il y a les enfants courent, ils disent me léguer. Mais ça, c'est grâce à l'Assemblée nationale. C'est grâce au ministère de l'Enseignement supérieur et à l'Assemblée nationale. Parce que c'est surtout à l'échelle du pays, c'est le ministère qui m'a fait pour. Parce que je suis resté longtemps, 5 ans. Et c'est de savoir quel regard vous faites de la crise sécuritaire que traverse le Burkina Faso. On est dans une crise très grave. Très grave. En 2019, déjà, parce que souvenez-vous de l'attaque de 2016. En 2019, déjà, j'avais écrit une longue lettre de 4 ou 5 pages au président du Faso pour lui dire attention, la crise qu'on est en train d'affronter est plus grave que ce que vous pensez. Et à l'époque, j'avais dit que ça va faire, qu'elle va durer de 5 à 15 ans. C'est ce que j'avais dit. Et j'avais dit dans ma correspondance, il ne faut pas penser que c'est une histoire de Touareg et des Peurs autour de Lori, parce que c'est ce que tout le monde dirait. J'avais dit que ce n'est pas vrai. Ça va s'étendre partout dans le pays. Deuxièmement, on disait que c'est une histoire des Peurs. J'ai dit non, ce n'est pas vrai. Toutes les ethnies vont être concernées. Et surtout, j'avais dit que ça va devenir plus complexe. Ça va se complexifier. Et c'est ce qui est en train de se passer. Donc vous avez prédit à l'avance ce qui allait se passer? En tout cas, c'est ce que j'ai dit, c'est ce qui est en train de c'est ce qui advient actuellement. Et ce que j'avais dit, j'ai dit, il faut constituer un groupe de travail, de réflexion, d'une quinzaine, entre 15 et 20 intellectuels, qu'on va choisir sans tenir compte des partis politiques. Et qu'on va choisir dans tous les milieux confessionnels, église catholique, église protestante, église, communauté musulmane, la chefferie coutumière, parce que parmi les chefs coutumiers, il y a des grands intellectuels maintenant, c'est pas. Et les partis politiques, les intellectuels, les universités, etc. Entre une quinzaine, entre 15 et 20 personnalités qui vont réfléchir sur pourquoi ça arrive. Parce que le problème est tellement compliqué
que si vous ne réfléchissez pas sur pourquoi ça arrive, on ne peut pas gagner ça. Il faut savoir quelle est l'origine et comment ça fonctionne. Qui finance tout ça? Et contrairement à ce que beaucoup de gens ont dit, au début, les financements étaient extérieurs. Ils venaient de l'Arabie Saoudite, du Qatar. Mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les financements sont à l'intérieur du Burkina. C'est beaucoup plus complexe quand c'est comme ça, pour faire tarir tout ça. Si on ne mène pas une réflexion sur le pourquoi, sur le comment, je ne pense pas qu'on va s'en sortir. Alors, bon, ici, en fait, ça vous ne le saviez pas, je suis le président de l'association des ambassadeurs du Burkina. Alors, nous avons décidé au niveau du groupe, comme le gouvernement ne l'a pas fait, nous allons créer un groupe. On a créé un groupe de réflexion. Et on va mener la réflexion. Une fois qu'on a fini la réflexion, on va prendre le résultat. On va le donner au chef de l'État. Voilà. Et vous êtes toujours sur l'étude? Vous êtes toujours en train... Non, on vient de créer, puisque le groupe, le gouvernement ne l'avait pas créé. On vient de le créer. Là. Et selon vos analyses, qu'est-ce qui est à la base de tout ça? Ou qu'est-ce que le gouvernement peut réellement faire? Mais c'est ce que le groupe va nous dire. Le groupe va nous dire quelle est à la base. C'est pour que quelqu'un, un jeune, prenne un fusil, tire sur son papa, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il y a un problème. Et on a même eu un drame à Mangodara. Vous savez, Mangodara, c'est au sud de Manfora. 100 km, 125 km. Et c'est coincé entre le Burkina, la Côte d'Ivoire et pas trop loin du Ghana. Il y a quelqu'un qui a tué son fils comme ça. Oui. Il y a 2 ou 3 ans, les terroristes, les jeunes xénophobes du nord de la Côte d'Ivoire, c'est les mêmes familles que chez nous d'ailleurs. Ils ont traversé la frontière, ils sont venus attaquer Mangodara. Alors, dans l'attaque, beaucoup de gens ont fui. Il y a un vieux qui a décidé de ne pas fuir. Il a pris son fusil, il est monté sur le manguier dans la cour. Et donc il tirait sur les rebelles. Mais à sa grande surprise, c'est son fils qui dirigeait les terroristes. Et il n'a pas fait attention. Il tirait. Quand les terroristes sont partis, habituellement quand ils partent, on va soulever les corps, on les retourne pour savoir l'identité de ceux qui ont été tués. Et en retournant le corps, on s'est rendu compte que c'est son fils, avec les traces des balles. Cela a traumatisé tout le monde dans la zone. Alors, rien que ça doit faire réfléchir. Et actuellement, on a découvert depuis 1 an à peu près que les chefs terroristes dans les différentes localités sont souvent les fils des chefs du village. Alors quand c'est comme ça, vous ne pouvez pas dire que c'est les étrangers qui sont venus vous envahir. C'est pour cette raison que ça va être difficile. Donc, la population burkinabé est en train de combattre contre son propre pays. Bien sûr, parce que le terrorisme a traversé tout le corps social. C'est-à-dire est présent dans tout le corps social. Et c'est pourquoi c'est difficile. C'est pas une armée contre une armée. Si c'était une armée contre une armée, on achète les drones, on achète les avions de combat, mais là, à quoi sert un avion de combat? C'est compliqué. Pour dire la vérité, c'est compliqué. Mais moi, je compte sur le gouvernement actuel pour, à partir de... Je suis sûr que le gouvernement mène la réflexion. En plus de ça, les initiatives privées comme celles que nous avons avec notre groupe de travail, je pense qu'on arrivera à quelque chose. Et la tradition, quelle peut être la contribution Au niveau de ça, la tradition, c'est toujours la résilience de base des sociétés. Les sociétés burkinabées sont très résistantes. C'est des sociétés qui ont tellement souffert qu'il n'y a plus rien qui peut les surprendre. On est habitué à résister. Sinon, on n'aurait pas pu résister aux Français, aux Anglais, aux Portugais, etc. On espère que la paix va revenir au Burkina Faso. Il faut se battre pour ça.
Ça va aller. Avec l'aide de Dieu. Et de nos ancêtres. Et de nos ancêtres. Voilà. Monsieur Traoré, nous sommes à la fin de notre émission. Et merci à vous pour le temps. Ah, c'est moi qui dois vous remercier pour être venu me voir. Vous et puis vos collègues. Merci également à l'équipe de réalisation. Et à vous, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Et très bonne suite de programme sur Fadima Web TV.